Salut, moi c'est Giaco. Et voici pourquoi vous devriez mettre de l'argent dans votre mélangeur audio. Vous y voilà enfin. Vous venez de regrouper les fonds nécessaires pour investir dans votre première configuration XLR. Avec tout cet argent amassé se pose désormais la question de la gestion de votre budget. Comment l'équilibrer? Pour nombreux, la tentation est de mettre le maximum dans le microphone, pour l'accompagner avec une interface ou un mélangeur audio au rabais. Un choix discutable qui serait tolérable si le micro en question n'était pas généralement dynamique et donc extrêmement gourmand en gains. Enfin bref, argent en poche, rêvant d'un SM7B, au hasard, vous voici en quête d'un mélangeur audio capable d'accueillir un micro XLR avec une entrée en rab pour l'évolutivité, un compresseur, un égaliseur, une réverbération, des sorties casquées enceintes et une interface USB. Et direct en tête du catalogue, si l'on trie par ordre de prix, les voici, les Behringer Xenix. Des petites mixettes avec tout plein de boutons et de potards de couleurs et plein de prises brillantes. Ça a l'air de cocher toutes les cases. Et pour si peu d'argent. C'est l'affaire du siècle, non? Non? Non. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est probablement. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une présentation que je vous propose, mais une étude de cas. Et à travers celle-ci, un avertissement. Dans cette vidéo, je vais étudier étage par étage cette Behringer QX1002 USB, gracieusement prêtée par Sikelio, et vous expliquer les pièges qu'elle a en réserve. Et si le secret n'est pas visible de l'extérieur, comptez sur moi pour la disséquer et vous le montrer. C'est parti pour un tour du propriétaire. Et quoi de mieux pour commencer celui-ci que de parler de la qualité de construction. Aux premiers abords, les Xenix peuvent renvoyer une bonne impression de solidité, avec un corps en tôle d'acier, des connecteurs vissés sur la coque et un poids significatif malgré l'alimentation externe. Seulement voilà, si on y touche, des illusions. Il n'y a pas un potard, bouton ou fader qui ne ballotte pas. Malgré leur apparence chromée, les bandeaux latéraux sont en plastique. Et les deux prises les plus importantes, celles de l'alimentation et de l'interface USB, sont montées en surface, et donc les plus sujettes à lâcher avec le temps. Parlons-en de l'alimentation d'ailleurs. Sur les modèles de 2013, malgré son fonctionnement à découpage, celle-ci n'est pas universelle et sera donc inutilisable hors des pays en 230 volts. Le câble d'alimentation n'est pas détachable. Behringer ont au moins fait le geste de lui donner une belle longueur d'1,80 m. Il en va de même de l'autre côté où on remarquera le connecteur bien propriétaire qui vous forcera à remplacer l'alimentation à l'identique en cas de défaillance. Sur les modèles actualisés de 2023, l'alimentation propriétaire et localisée a été remplacée par une alimentation à découpage universelle avec un connecteur d'essai cylindrique standard. Passons aux entrées-sorties. En apparence, il y a une fois de plus peu de reproches à faire. Il y en a plein et ça semble bien organisé. En même temps, ce n'est pas d'eux. La gamme Eurorack, devenue Xenix, est en fait née comme copie, quasi trait pour trait, des Mackie VLZ. Des mixettes autrement mieux construites et sonnantes. Revenons à notre QX1002 qui offre côté entrée. Une entrée micro sur XLR, ou ligne sur jack 635 mm symétrique sur ses deux tranches principales. Puis 4 tranches stéréo, ou mono si vous ne branchez que sur le canal gauche, sur canal 635 mm symétrique. Et enfin, vous aurez une arrivée stéréo niveau grand public sur connecteur Cinch, autrement appelé RCA, dont vous déciderez la destination en même temps que l'arrivée stéréo de la carte son USB intégrée. Côté sortie, la maison vous propose une sortie casque sur jack 635 mm stéréo, une sortie control room pour vos enceintes sur 2 jack 635 mm symétriques, une sortie main out sur 2 jack 635 mm symétriques, une sortie tout track sur RCA Cinch, l'envoi stéréo vers USB et enfin un envoi du bus FX sur jack 635 mm symétrique. Excepté pour la sortie de bus mono et l'absence d'entrée d'instrument, la proposition des Xenix est fournie et variée. Malheureusement, celle-ci devient bien moins glorieuse quand on prend en compte les capacités de routage proposées par cette console. Et ce n'est malheureusement pas une exception dans la gamme qui est globalement lacunaire en la matière. Il manque toujours un truc. Bah ouais, à quoi bon avoir autant de sorties si c'est pour qu'elles contiennent toutes la même chose? En effet, ces 6 sorties ne proposent que 3 mélanges, dont seulement une laisse la liberté de choisir. Les sorties main out, tout track et l'envoi USB contiennent tous le bus principal. Le FXN contient forcément le bus FX, et les sorties phones et control room contiennent soit le bus principal, soit le bus FX, accompagné ou non du retour USB tout track. Et si comme moi vous espériez faire du bus FX votre bus d'écoute dédié, laissez tomber. Pourquoi? Parce que malgré la possibilité de router ce bus vers la voie d'écoute, cet accrochage se fait après le processeur d'effet et monophonique. Et imaginez pas penser détourner le premier problème en coupant le processeur d'effet parce que ce n'est pas possible. Sans programme et pas un qui permet de faire un bypass. On ne retiendra pas le fait que le volume du casque et des enceintes soit groupé ou que ce soit le même contenu, en même temps, on n'est plus à ça près. Autour des préamplis. Bien que Behringer compte Midas dans leur conglomérat Music Tribe depuis 2009, les Xenix, que ce soit celles sorties en 2013 ou en 2023, n'ont pas bénéficié des talents du fabricant anglais.
Vous aurez donc droit à des préamplis Xenix, c'est fièrement affiché en plus, qui malgré leurs 60 dB de gain annoncés, seront loin d'avoir les épaules pour amplifier un micro dynamique exigeant. En clair, ça souffle bien, c'est pas musical et c'est moche quand ça distord. Toutes ces remarques valent aussi pour les entrées lignes. Oui, ligne. Et seulement ligne. N'essayez pas d'y brancher votre guitare ou votre basse, vous n'en tirerez rien de potable de par l'absence de commutateur d'impédance. Une DI et de circonstance est à rajouter dans l'addition. Passons aux compresseurs. Ah, les compresseurs. Malheureusement, en voie de disparition avec le remplacement progressif de chaque modèle de 2013 par ceux de 2023, il y a beaucoup à dire sur ce petit potard. Sur le papier, bien qu'encore une fois l'idée ne soit pas d'eux mais plus de chez Yamaha, c'est une proposition intéressante. Appliquer et contrôler l'agressivité de sa compression en un tour de potard. Les ratios, niveau de détection et gain de sortie s'ajustant automatiquement plus vous augmentez la quantité de compression. Dans les faits, c'est plus ou moins ça. En effet, tout se règle en un potard. Cependant, pour qu'une compression soit efficace et pertinente, il faut que le signal soit un tant soit peu propre. Chose compliquée ici, tant à cause des préamplis bruyants que par l'absence d'un circuit de gate ou d'expansion. Pour qu'il soit propre et efficace, il aurait fallu que ce compresseur devienne un compandeur, réduisant en dessous du seuil choisi pour éliminer tant bien que mal le souffle, et réduisant au-dessus de celui-ci pour appliquer cette compression tant désirée. Quoi qu'il en soit, compandeur ou simple compresseur, certains problèmes resteraient inchangés, comme par exemple le caractère inintéressant et plutôt laid de ce compresseur. En résumé, c'était un bonus sympa. Un compresseur à utiliser en cas de dèche, un outil de secours. Mais c'est loin d'être un beau compresseur et d'être un outil qui vous permettra avec certitude d'obtenir la tonalité que vous recherchez. Passons maintenant à un outil presque obligatoire, et qui se doit d'être une qualité correcte. L'égaliseur. Sur la QX1002, c'est une proposition intermédiaire. Un égaliseur 3 bandes à fréquence fixe, 80 Hz pour l'étagère du grave, 2500 Hz pour la cloche du médium et 12 kHz pour l'étagère des aigus, accompagné d'un filtre coupe-bas. Chaque bande a une plage de gain de plus et moins 15 dB, avec une position neutre collante. Une fois de plus, de conception Behringer et jamais révisée, ceci se targue d'avoir un EQ inspiré des consoles anglaises British haut de gamme, avec un son chaleureux sans perturbation de phase ou de réduction de bande passante. En pratique, ça reste un EQ bas de gamme sur une console pas chère, ramenant une belle quantité de souffle, manquant de finesse et relevant des parties parfois indésirables du spectre, de par le choix pas toujours avantageux des fréquences de chaque bande. Le filtre coupe-bas est beaucoup trop agressif, la bande du grave, malgré sa position médiane, rend vite la voix boomie et en manque d'intelligibilité, la bande du médium est beaucoup trop haute et permet plus de doser la dureté du signal que son intelligibilité, amenant en prime une belle part de sifflante, et quant à la bande d'aigu, c'est la plus bruyante de toutes, en plus d'être sacrément tranchante. Dans un monde parfait, le filtre coupe-bas serait soit moins pentu, soit une fréquence plus basse. La bande du grave atténuerait aussi le bas médium quand elle est boostée. La bande du médium serait plus proche des 1,5 kHz que des 2,5, et la bande de l'aigu serait sans souffle et accompagnée par une bande au médium en cloche, placée autour des 4,55 kHz pour atténuer les sifflantes, ou alors d'un DSE. Mais bon, à ce prix, Comme avec le compresseur, cet étage est une belle déception. En apparence, ça fait fonctionnel et bien fourni. On se dit que ça peut rendre service, mais en vérité, moins t'y touches, mieux tu te portes. C'est l'heure d'inverser le sens de la critique, et de parler de l'élément qui fait le plus gadget sur cette console, mais qui est en vérité une vraie mine d'or. J'ai nommé le processeur d'effet. Bizarrement, c'est le seul élément pour lequel Behringer ont fait appel à un collègue de leur conglomérat, et c'est une réussite. Réalisé avec le conseil de Clark Technic, ce petit processeur d'effet intégré targue 100 effets différents avec un contrôle sur un potard. En réalité, il s'agit plus de 100 pré-réglages que de 100 effets différents, mais passons. Dans cette banque, vous retrouverez 30 réglages de reverb, 24 de délai, 3 de chorus, 3 de flanger, 4 de phaser, 2 de trémolo, 2 de panner, 9 de changement de hauteur, 14 combinaisons d'effets, 2 filtres LFO, 2 émulations de Tollbox, un overdrive et une distorsion. Autant dire qu'il y a du choix. Mais évidemment, comme dans tout multi-effet, il y a du bon comme du mauvais. Les émulations de Tollbox par exemple n'ont rien à voir avec ce qu'elles sont censées simuler, et le manque de possibilités d'ajustement sur la distorsion se fait cruellement ressentir. Cependant, dans les réverbérations et les délais, il est agréable de constater qu'au vu de la quantité quasi nulle de temps investi pour trouver un réglage, le résultat est à la hauteur pour du petit concert ou 2 ou 3 conneries lors d'un stream, d'une vidéo ou d'un podcast. Ce n'est pas de la reverb lexicon, mais ça en a ni le prix ni la prétention. Il manque cependant quelques fonctions basiques pour étoffer ce processeur. Par exemple, il aurait été intelligent de réduire la quantité de réglage de délai et de simplement ajouter un bouton tap tempo pour définir l'intervalle du délai. Ou fournir un potentiomètre de valeur avec affichage correspondant, ce qui aurait permis de choisir la durée des délais et des reverbs et le niveau d'intensité de la distorsion. Mais par-dessus tout, ce qu'aurait dû faire Behringer Clark Technic, c'est proposer un moyen de couper le processeur en un clic. Comme évoqué dans la section sur le routing, pouvoir désengager le processeur d'effet aurait permis d'utiliser le bus FX comme un bus d'écoute. Pour finir, parlons d'une des destinations finales, l'interface USB. Malgré la large mention,
c'est Kelly qui ressort. Malgré la large mention qui lui est réservée sur la façade de la console, c'est fou comme il y a peu à dire ou à applaudir. Hein. Behringer fournit sur les modèles de Xenix USB le minimum syndical, c'est-à-dire un aller-retour stéréo en 16 bits 48 kHz avec un routage extrêmement limité et rigide, et ça n'a pas vraiment changé dans les nouvelles versions sorties cette année. Outre le déplacement de l'arrivée vers l'une des entrées stéréo, on garde la même rigidité de routage, la même qualité et la même absence de driver ASIO. Autrement dire que vous allez pas faire des pirouettes avec ce truc. Là où des pirouettes ont été faites, c'est probablement à l'intérieur de cette console, pour réussir à la proposer à un prix aussi mini. Alors jetons un coup d'œil sous le capot pour voir quelles économies ont été faites par Behringer. Et sans grande surprise, la réponse est partout. Premièrement, des économies ont été faites sur le châssis, qui non content d'être en tôle d'acier, a été peint seulement là où ça se voit, avec des traces en point, qui sous-entendent une peinture par propulsion et non par trempage. Un problème plus sérieux est la composition du châssis, qui se sert des oreilles en plastique comme seuls éléments latéraux. Au-delà du souci esthétique d'être forcé à les garder installés sur la console sans quoi les composants internes seraient exposés, vous allez probablement me demander où est le problème. Un indice, Faraday. Pour qu'un système électronique soit protégé des interférences électromagnétiques extérieures, il doit être contenu dans un châssis fait de matériaux conducteurs, genre l'acier, le cuivre, l'argent, l'or... Pas le plastique quoi. Cette économie de 20 cm² de tôle d'acier rend vulnérable les Xenix aux interférences électromagnétiques. Youhou! Sous peu que vous ayez votre smartphone posé à côté de votre console, vous aurez donc droit à de la jolie friture sur la ligne parce que Behringer ont décidé d'économiser grand max 70 centimes de matière première. Putain. Cette première économie idiote évoquée, poursuivons avec les choix d'assemblage. Behringer ont fait un mélange de composants montés en surface sur la majorité des composants discrets et circuits intégrés, avec un renfort de la soudure à travers pour les condensateurs, transistors de puissance, les boutons potentiomètre fader afficheurs, LED et connecteurs. Peu de reproches à faire à ce sujet, le choix du SMD sur la majorité des composants permet une pose et une soudure automatisée. Et bien qu'on aurait préféré des potentiomètres montés sur le châssis en plus du circuit, à l'instar des connecteurs, il est rarement, pour ne pas dire jamais le cas, que des consoles en dessous des 500 € proposent cet extra. Mes reproches font leur retour au sujet du choix de composants, cette fois-ci. Pour commencer sur du positif, la mémoire flash du processeur d'effet, les comparateurs du vumètre et les amplificateurs opérationnels pour les compresseurs viennent de chez ST Micro, une compagnie franco-italienne qui trouve ses origines à Grenoble. J'ai cependant des doutes sur le fait que ce choix soit d'ordre chauvin et non économique. Mais ça fait toujours plaisir de voir des composants de conception européenne dans une ère où tout est conçu et fait en Chine. Il aurait été par ailleurs plaisant que cet élan européen se poursuive dans le choix du fabricant des connecteurs, potentiomètre, interrupteur et fader. Malheureusement, il n'en est point. Les connecteurs ne sont pas de chez Neutrik, mais de chez Chongsheng. Et les faders, boutons et potards n'arborent aucun nom de fabricant. C'est donc du made in China et pas du bon. Les connecteurs n'ont pas une poigne significative, les potentiomètres se mettent vite à crachoter et à avoir des différences de valeur sur les tranches stéréo, ou le niveau d'écoute, le fader ballotte, et les boutons vieillissent et ne restent pas forcément ancrés en plus de péter. Le négatif et les économies regrettables continuent sur le choix des condensateurs, électrolytiques pour leur grande majorité, et de marques douteuses comme Capson, Jamicon et Sancon. Des fabricants chinois et taïwanais réputés pour leurs propositions très peu chères et peu durables. C'est con, parce que les condensateurs, particulièrement ceux électrolytiques, sont souvent les premiers composants à lâcher. Ils s'assèchent, gonflent, fuient et peuvent même éclater en cas de surtension. Ce sont des composants critiques et sensibles que Behringer ont décidé de négliger. Top! Autre composant critique, les amplificateurs opérationnels. Ces petites puces noires sont chargées d'amplifier, ou d'atténuer, les signaux allant et venant dans la console. Les niveaux de bruit, de distorsion et la quantité de gain maximum dépendent de ces composants. Et devinez quoi? Ils sont pas fameux. Ces JRC 4580, à l'origine conçus par la Japan Radio Company dans les années 90, sont ici fabriqués par H&M Sony, un fabricant chinois qui n'a rien à voir avec le fabricant de fringues, malgré les apparences. Ses performances sont honorables sur le papier et probablement à la hauteur dans le réel. Encore aurait-il fallu que ce soit de vrais ampli-op japonais, et qu'ils reçoivent une alimentation de qualité, ce qui n'est pas vraiment le cas sur les Xenix. Dernier composant à couvrir, le processeur d'effet et les convertisseurs. J'en fais une couverture groupée, en effet tous viennent de chez Cool Audio, qui est ni plus ni moins que le fabricant de circuits intégrés du conglomérat Music Tribe. C'est donc plus ou moins du fait maison, enfin ça en a certainement le prix. Le V1000 est un multi-effet équipé de 16 programmes internes, qui ont été transformés ici en sans pré-réglage, et il est accompagné d'un convertisseur numérique analogique numérique stéréo V4220 24 bits. 24 bits ? Pourtant du côté de l'USB on a droit qu'à 16 ? Effectivement, c'est un V2902 qu'on a sur le bus USB, proposant une qualité maximale de 16 bits 48 kHz sur ses deux canaux de conversion numérique analogique et analogique numérique. Et bien que l'envie d'être mauvaise langue me chatouille, ce choix ne se justifie pas seulement par une logique d'économie de bout de chandelle. En effet, le 2902 joue également le rôle de codec USB, ce que le 4220 n'intègre pas.
Choisir ce dernier aurait donc contraint la marque à intégrer, alimenter et ajuster le budget pour 2 composants au lieu d'1. Après, s'ils y tenaient, ils l'auraient fait, hein. Pour clore ce chapitre, je dirais qu'il y a du bon comme du mauvais dans les choix de construction des Xenix. D'un côté, le choix quasi omniprésent de composants montés en surface, venant de la maison mère quand c'est possible, permet de garder les coûts sous contrôle sans affecter la qualité du produit. De l'autre, l'utilisation de contrôles, connecteurs, condensateurs et amplificateurs opérationnels de piètre qualité limite vraiment la qualité sonore et la durabilité de ces consoles. Si ce n'est pas le niveau de bruit qui vous a à l'usure, ce sera certainement un potentiomètre qui débloque ou un condensateur qui claque. Et parce que ça me fait plaisir, j'ajoute à la liste des râleries la sensibilité aux interférences électromagnétiques de ces châssis troués sur les flancs, la difficulté de réparation des circuits en SMD, et la chaleur dissipée par les transistors de puissance intégrés dans le châssis de la console qui rend vite bouillant son coin supérieur droit. Super en été. Maintenant que j'ai râlé en long, en large et en travers sur la valeur technique des Xenix, qu'en est-il dans les faits? Pour bien s'en rendre compte, voici les séquences que je vous ai préparées. Premièrement, voyons voir le bruit que génère la bête, en partant de zéro et en montant tous les potards et faders à fond. Ensuite, pour se donner une idée de la performance des préamplis, je vais brancher un SM7B à cette console. Oui, je suis sadique. Puis un Elgato Wave XLR et comparer leur tonalité et niveau de bruit en les faisant passer sur une Lewitt Connect6, un outil autrement plus qualitatif. Afin d'entendre ce qu'il est possible de faire avec les traitements des Xenix, ce sera une petite démo du compresseur coupe-bas et de l'EQ de la bête, en comparaison avec des réglages comparables sur une suite de plugins VST gratuits. Et enfin, place au fun, bref tour des presets du processeur d'effet. Exceptionnellement, je ne ferai pas de débrief, en effet j'ai déjà donné mon avis sur chaque étage dans l'avant-dernier chapitre. Si ça vous convient, on y va. Et si ça vous convient pas, bah passez à la suite, hein, les chapitres sont là pour ça. Donc, voilà ce que donne un Shure SM7B branché directement à la Behringer Xenix QX1002 USB. Pas de préampli inline, pas de triche, quoi que ce soit. Je suis à 60 dB, donc le gain maximum proposé par cette console sur la première entrée, avec les niveaux de fader d'entrée et de fader de sortie principale à ce qu'on appelle l'unité, c'est-à-dire 0 décibels. Aucune atténuation, aucune amplification. Voilà ce que ça donne en termes de timbre. Donc c'est le son du SM7B comme on y est habitué. Voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit et de niveaux généraux qui sont pris. Je mettrai ensuite le SM7B dans une boîte pour que vous ayez vraiment juste le niveau de bruit de l'ensemble. Et voilà ce que ça donne quand on hausse la voix et qu'on rentre non seulement dans le préampli mais aussi dans les convertisseurs qui sont utilisés pour l'enregistrement de ce signal. On va maintenant voir ce que ça donne sur la Lewitt Connect6. De retour avec le SM7B branché cette fois-ci à la Lewitt Connect6 sur laquelle j'ai appliqué 38 dB de gain pour obtenir le niveau actuel qui est globalement comparable à ce qu'il y avait précédemment avec la avec la QX1002, oula, pas du tout les mêmes bestiaux, et qui me situe entre moins 18 et moins 9 dB pleine échelle. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit avec tout autour. Voilà ce qui se passe quand on essaie de rentrer tant dans les convertisseurs que dans le préampli avec le SM7B sur la Lewitt Connect6. De retour avec le Elgato Wave XLR, un micro autrement plus sensible que le Shure SM7B, 8 dB de plus pour être précis, et qui m'a donc permis de reculer le gain de
plus 60 dB à plus 52 pour obtenir un niveau qui est comparable, c'est-à-dire entre les moins 18 et les moins 9 dB pleine échelle sur mon logiciel d'enregistrement. Voilà ce que ça donne en termes de timbre, donc voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit. Et voilà ce que ça donne quand on souhaite faire distordre le signal en haussant la voix, que ce soit le signal à travers le préamplificateur ou le convertisseur. Allons voir ce que ça donne sur la Connect 6. De retour sur la Lewitt Connect 6 avec le Wave DX, branché directement à la Lewitt sans intermédiaire, avec un gain d'entrée de 32 dB pour obtenir le niveau sonore actuel qui se trouve entre le moins 18 et le moins 9 dB pleine échelle. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité. Voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit avec tout autour. Et voilà ce que ça donne quand on essaie de faire écréter le préampli et les convertisseurs de signaux. Voilà ce que ça donne. De retour pour maintenant faire le test des capacités de traitement de la machine. Tout est à plat, j'ai juste du gain et les niveaux nécessaires pour arriver dans mon enregistreur correctement. Et on va maintenant voir ce que ça donne. Première chose que vous allez faire habituellement, appliquer un filtre coupe-bas. Et malgré le fait que ce micro, le Wave DX, n'est pas un grave qui soit étendu, monstrueux comme pourrait l'être un SM7, vous pourrez quand même constater, je pense, la quantité dramatique d'atténuation du grave qui est faite par ce filtre coupe-bas. Il est quand même sacrément violent. Il pourrait nous venir l'idée donc de compenser cette atténuation significative du grave, et même du grave moyen, même pas de l'extrême grave qui pose problème, par un petit coup d'égalisation. Mais comme vous pourrez le remarquer, donc là je suis à plus 15 dB, qui est la valeur la plus extrême, cette bande d'égalisation est très sourde, très boomy. Elle fait vraiment pas seulement remonter le bas rond, mais aussi vraiment une grande partie de ce qui pourrait perturber l'intelligibilité de la voix, donc à utiliser avec parcimonie. Pour accentuer l'intelligibilité, on ira toucher au médium. Et bien ici, bof, parce que ça vous fait plus ce pseudo-effet boîte de conserve, vous savez, talkie-walkie, appel téléphonique dégueulasse, qu'une vraie accentuation du médium significatif qui permet de rajouter de l'intelligibilité. Donc, une fois de plus, à utiliser avec parcimonie, je vais atténuer un petit peu sur ce micro qui a tendance à l'avoir de très net, mais on est sur 2 dB d'atténuation maximum. Et enfin l'aigu, parce que c'est un micro qui est clair mais qui n'est pas cristallin, ce Wave DX, je m'en vais l'accentuer. Tiens, ça souffle. Et surtout, alors là, on avait tout à l'heure le côté fausse boîte de conserve. Là, on a le faux annonceur radio, vous savez, sur les publicités classiques, genre « Energy, hit music only ». Ouais, violent. Hein, bien énervé sur les sifflantes, donc à utiliser une fois de plus avec grande douceur et en fonction du micro que vous utilisez. Donc voilà ce que j'ai fait côté EQ. On verra tout à l'heure ce qu'on peut faire avec des plugins gratuits. Et enfin, la compression que j'ai mis à mi-course ici, qui, comme vous pouvez le voir, a remonté mon niveau. Mais a comme rôle principal, vous le saurez peut-être, d'uniformiser le niveau sonore en atténuant les forts niveaux, mais pas en remontant les faibles. Voilà ce que ça donne. Donc comme vous pourrez le remarquer, si jamais je m'éloigne du micro et que je m'en rapproche, le niveau sonore va être plus uniforme qu'il ne l'était précédemment et c'est répercuté, enfin c'est affiché par la petite LED qui est directement sur la surface de la console. Donc voilà ce que ça donne quand je varie ma distance avec le Wave DX. Et alors, si on tourne la compression au maximum, bah voilà, c'est vraiment une grosse brique de niveau. Et je peux hausser la voix tout ce que je veux. Normalement, ça va tenir la chose sous contrôle. Voilà ce que ça donne quand on parle fortement. Voilà ce que ça donne quand on chuchote. Ça permet vraiment de niveler l'ensemble. C'est pratique pour avoir un niveau sonore uniforme. Avant de voir ce que ça donne avec des plugins, je vous fais un petit comparatif de ce que ça donne non traité en changeant d'entrée parce qu'il n'y a pas de bouton bypass. Voilà ce que ça donne avec le micro son brut, donc sans aucun traitement d'appliqué à travers cette console. Voilà ce que ça donne. Je vous remets le son traité une dernière fois avant de voir ce que ça donne avec des plugins. Donc voilà ce que donne une dernière fois le résultat final. Sifflante, 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 plosive, 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 fluctuation de distance, effet de proximité, bruit sur le pied de micro. Et donc voilà maintenant ce que ça donne, son brut récupéré de la console vers une chaîne de plugins gratuite, entièrement gratuite. Vous aurez le lien vers le pack de plugins en description, je n'ai pas encore fixé mon choix, mais vous avez les réglages qui sont affichés juste ici. Et voilà ce que ça donne en termes de tonalité. Donc si je varie la distance, voilà ce que ça donne niveau compression. Si je m'y colle, voilà ce que ça donne en termes de filtre coupe-bas, comment est-ce qu'il atténue, l'extrême grave sans perturber éventuellement l'effet de proximité.
sifflante, 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 plosive, plosive, plosive. Voilà ce que ça donne en comparaison avec plugin gratuit. Petite chambre. A. Chambre moyenne. A. Grande chambre. A. Théâtre. A. Petite pièce 1. A. Petite pièce 2. A. Pièce moyenne 1. A. Pièce moyenne 2. A. Grande pièce. A. Petit hall. A. Hall de concert. A. Hall moyen. A. Grand hall. A. Hall ambiant. A. Église. A. Petite plate. A. Plate moyenne. A. Longue plate. A. Plate en or ou doré. A. Reverb 250 vintage 1. A. Reverb 250 vintage 2. A. Ressort moyen. A. Ressort long. A. Reverb gaieté courte. A. Très Phil Collins. Reverb gaieté moyenne. A. Reverb gaieté longue. A. Gaieté vivante. Oh. A. Ça veut rien dire, mais c'est comme ça. Inversé court. A. Inversé moyen. A. Inversé long. A. Ambiance courte. A. Ambiance moyenne. A. Ambiance live. A. Grosse ambiance. A. Stade. A. Première réflexion 1. A. Première réflexion 2. A. Première réflexion 3. A. Première réflexion 4. A. Slap delay. A. Délai court 1. A. Délai court 2. A. Ça fait tellement de chiffres le délai, c'est waouh. C'est pas lié à ça. Délai moyen 1. A. Délai moyen 2. A. Délai moyen 3. A. Délai long 1. A. Délai long 2. A. Délai long 3. A. Délai stéréo. A. Délai ping-pong. A. Celui-là, il rend fou. Écho court. A. Écho moyen 1. A. Écho moyen 2. A. Écho long 1. A. Écho long 2. A. Chorus doux. A. Chorus chaleureux. A. Chorus épais. A. Flanger classique. A. Flanger chaleureux. A. Flanger stéréo. A. Phaseur classique. A. Phaseur chaleureux. A. Phaseur lourd. A.
Phaser stéréo. Trémolo lent. Trémolo rapide. Panneur 1. Panneur 2. Détune 1. Détune 2. Troisième mineur vers le haut. Troisième majeur vers le haut. Cinquième vers le haut. Quatrième vers le bas. Une octave vers le bas. Note mineure. Note majeure. Jazzy. Je sais pas où est le rapport avec le jazz, mais ok. Délai plus chorus 1. Délai plus chorus 2. Délai plus chorus 3. Délai plus flanger 1. Délai plus flanger 2. Délai plus pitch 1. Délai plus pitch 2. Délai plus reverb 1. Délai plus reverb 2. Délai plus reverb 3. Chorus plus reverb 1. Chorus plus reverb 2. Flanger plus reverb 1. Flanger plus reverb 2. Détune plus reverb. Filtre oscillateur basse fréquence 1. Filtre oscillateur basse fréquence 2. Talkbox 1. Talkbox 2. Overdrive. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Distorsion. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bien. Comme vous aurez pu le constater, la question de comment Behringer réussisse à fabriquer un mélangeur audio aussi complet pour moins de 120 € a de nombreuses réponses, toutes plus ravissantes les unes que les autres. Alors vers quel mélangeur s'orienter ? Si vous êtes créateur de contenu, tout va dépendre du type que vous produisez. S'il s'agit de direct ou de vidéo musicale, les Yamaha AG03 et 06 sont de bien meilleures options que les petites Xenix. C'est solide comme y a pas, c'est des composants de qualité, les connecteurs et leurs contrôles correspondants sont faciles à repérer et surtout, c'est moderne. USB-C, driver ASIO, échantillonnage en 24 bits 192 kHz, prise TRRS pour les créateurs sur mobile et traitement et effet DSP réglable depuis smartphone, tablette ou ordi. On peut regretter les possibilités de routing très limitées et l'absence d'un noise gate dans la chaîne de traitement, rendant ces machines plus qu'inadaptées pour du contenu jeu vidéo et qui me donne envie d'étouffer le constructeur, mais franchement, face aux Xenix, c'est d'un luxueux. Pour les streamers et vidéastes jeux vidéo justement, bien qu'il y a quelques temps j'aurais recommandé sans hésiter l'Ego XLR et Ego XLR Mini, leur avenir sent le sapin depuis l'abandon du support logiciel par TC Helicon, d'ailleurs membre de la famille Music Tribe, c'est comique. Tournez-vous donc vers la Yamaha ZG01 si vous êtes joueur console ou double PC, et la Roland Bridgecast si vous êtes joueur simple PC ou que vous êtes principalement sur des jeux compétitifs. Chacun de ces outils a des subtilités que je vous laisse découvrir via les liens en description, mais tous proposeront une qualité sonore et des capacités de traitement et de mixage supérieures aux Xenix, en plus d'être bien plus adaptés à cet usage. Pour les podcasteurs, il existe désormais une belle panoplie de mélangeurs enregistreurs multipistes, taillés pour le secteur, qui feront un bien meilleur travail que les Xenix en plus d'être sédentaires. Des Rodecaster Pro à la Mackie DLZ en passant par les Tascam Mixcast, Boss Geekcaster et Zoom PodTrack,
vous aurez le traitement, le mixage, les préamplis puissants et les nombreuses sorties casques que vous méritez. Enfin, pour les créateurs de contenu plus généralistes, ou ceux encore incertains de leur créneau final, les Presonus Revelator IO, Elgato Wave XLR, les Lewitt Connect 6 et Rode X Streamer X sont là. Au format interface audio, celle-ci propose des capacités de traitement et d'amplification supérieures aux Xenix. Et malgré une quantité d'entrée-sortie physique parfois inférieure, celle-ci intègre des systèmes de mixage complets et adaptés aux besoins des créateurs de contenu, où les sources sonores sont plus souvent du côté logiciel que dans l'univers physique. Passons aux musiciens. Que vous soyez musicien solo ou membre d'un groupe, si vous recherchez une console pour vos modestes tournées, voici mes propositions. Sachant que les Xenix sont des copies de consoles de chez Mackie, pourquoi ne pas aller voir dans un premier temps chez ces derniers? Réputé pour leur qualité sonore et leur grande durée de vie, le constructeur américain a des cartes à jouer avec ses consoles. Pour commencer, celles de la gamme VLZ4 sont les plus simples, basiques, mais surtout les plus robustes, en plus d'être l'origine de l'ergonomie des Xenix, pas du tout plagiée par Behringer. Pour ceux qui désirent un peu plus de fioritures, les ProFX intègrent, comme leur nom l'indique, un processeur d'effets numériques avec une quantité bien plus modeste de 24 effets, ainsi qu'une interface USB proposant 2 retours stéréo, un pour l'écoute au casque, un pour l'envoi principal. Stylé. Passons maintenant chez les Britanniques avec Soundcraft. Ceux-ci proposent la gamme Notepad, qui correspond plus ou moins aux Xenix les plus simples et dotés de 12 entrées maximum. Elle dispose d'un processeur d'effets Reverb Delay Chorus, T-Silicon de grande qualité, ainsi qu'une interface USB. Pour des modèles plus trapus, il faudra se tourner vers la gamme Signature proposant de 12 à 22 entrées. Avec un processeur doté de 22 effets, des bandes d'EQ avec le médium paramétrique, des limiteurs analogiques sur les premières entrées et une interface USB multipiste pour les modèles MTK. Or, la qualité sonore et de fabrication largement revue à la hausse des modèles alternatifs que je viens de citer, vous pourrez constater que tous, et je dis bien tous, sont en capacité d'accueillir un instrument, sur au moins une ou deux entrées sans nécessiter le passage par une DI, chose que tous les modèles de Xenix, enfin comme nouveaux, sont incapables de faire. Un peu con pour des machines à la base conçues pour l'univers scénique. Et d'ailleurs, si la scène n'est pas la seule facette de votre carrière solo comme en groupe, voici quelques consoles capables de récupérer chaque entrée et de les envoyer séparément sur votre PC pour un enregistrement et mixage multipiste. Premièrement, les Soundcraft Signature MTK évoqués précédemment proposent un envoi de chaque tranche isolée et du master sur l'USB. Les Presonus Studio Live AR, quant à elles, proposent cette même capacité, ajoutant en prime un enregistrement sur carte SD permettant une capture stéréo de votre performance live ou la lecture de musique avant le début de votre concert. Enfin, celle-ci propose évidemment un processeur d'effets doté de 16 programmes. De retour chez Mackie également, la gamme Onyx permettra les mêmes choses que les Studio Live AR, envoi multipiste sur USB, lecture rec stéréo sur carte USB et Bluetooth, mais propose des préamplis de qualité bien supérieure, ainsi qu'un processeur d'effets numériques surboosté grâce à l'écran LCD et aux ajustements précis qu'il permet. Bye bye les presets basiques, c'est vous qui réglez. Côté Japon, Tascam propose avec les modèles des préamplis de qualité, un envoi isolé de chaque piste pré ou post-effet, un compresseur sur chaque tranche, des égaliseurs avec médium paramétrique, une arrivée Bluetooth, un processeur d'effets numériques 16 programmes et un EQ sur le master. Mais surtout, la possibilité d'enregistrer chaque piste de façon isolée sur le lecteur enregistreur intégré. Avec une Tascam modèle, pas besoin d'un PC mais juste d'une carte SD pour tout enregistrer. Une frivolité que se permettent également leurs voisins Zoom avec la gamme Livestrack, accompagnée de processeurs d'effets, compresseurs et égaliseurs aux capacités montant avec l'envergure et le prix du modèle. Le plus classe dans tout ça, c'est la capacité de faire un mixage différent pour les 4 à 6 sorties casque. Si vous êtes un groupe qui joue au casque, y a pas à chercher, c'est ces machines-là qu'il vous faut. Fini les batailles pour avoir son niveau ou son équilibre. Et enfin, si vous êtes home studiste, préférez une interface audio. Avec le niveau de puissance des ordinateurs actuels et le large catalogue de surfaces de contrôle, faites de votre station de travail audio numérique le mélangeur. Il existe de nombreuses interfaces fournies en entrée-sortie sur le marché, dont les talentueux Audient, Evo, qui est une sous-marque d'Audient, SSL, Tascam ou même Focusrite avec les clarettes si vous n'êtes pas sur PC. Sauf si vous y tenez, ou si vous avez un joli budget, l'approche de mixer dans la boîte sera généralement plus qualitative, en plus d'être non destructive, les effets n'étant pas imprimés sur vos pistes. Et c'est sans parler du gain de place et de la facilité de transport. Après, si vous y tenez, mettez-y le prix que ça en vale la peine. Prenez une SSL 6 ou Big 6. Vous aurez des préamplis, EQ, compresseurs et circuits de sommation d'exception, et là au moins, ce que vous imprimerez sur vos pistes en vaudra la peine. Après une couverture aussi complète du sujet des Behringer Xenix, vous imaginerez bien que ma conclusion sera sommaire. Malgré une proposition technique alléchante sur le papier, ces tables de mixage ont une liste de défauts longs comme le bras, et vous vous retrouverez rapidement frustré lorsque vous aurez besoin de faire quelque chose un tant soit peu précis ou complexe. En prime, la qualité sonore des préamplis et traitements des Xenix ne mérite pas d'être soulignée. Certains étages comme le compresseur méritent même d'être qualifiés de contre-productifs. Et comme si ça ne suffisait pas, tous ces inconvénients sont plombés par une plateforme électronique bon marché conçue pour être la moins coûteuse possible au détriment de la qualité, de la durabilité et de la réparabilité. On aurait pu espérer un abandon ou un renouveau significatif de la gamme depuis le temps, mais Behringer ont préféré maintenir la boutique ouverte et n'apporter que des corrections mineures et un coup de peinture au lieu de vraiment améliorer ces machines.
Bilan, les Behringer Xenix sont et resteront des machines frustrantes, peu qualitatives et peu durables aux apparences trompeuses. La meilleure décision que vous pourriez faire est de ne pas en acheter et d'économiser pour du matériel plus qualitatif, adapté et évolué. Parce qu'une fois tombé dans le piège, courage pour en tirer un bon prix à la revente. Bon courage pour la revente tout court en vrai. Je l'ai dit dans mon introduction. Souvent dans la vie, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Ces consoles en sont une parfaite représentation. Au moins, après cette vidéo, on pourra plus me soupçonner de faire du lobbying pour Behringer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que je qualifierais d'étude de cas du sujet des Behringer Xenix. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous retrouverez bien évidemment en description des liens affiliés vers toutes les alternatives à ces consoles maudites que j'ai abordées dans cette vidéo. Pour les mazos et ceux qui veulent se renseigner, vous aurez bien évidemment des liens vers les pages produits sur le site de Behringer, des Xenix en elle-même. Si jamais vous avez des questions ou besoin de recommandations personnalisées et adaptées à vos besoins, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je tiens bien évidemment à remercier Sikelio pour m'avoir prêté cette magnifique machine et m'avoir donné l'autorisation de la démonter tant verbalement que physiquement. Vous retrouverez des liens vers son contenu une fois de plus en description. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer et à la partager, à me suivre sur ces autres réseaux sociaux, à regarder d'autres vidéos de ma chaîne, à vous abonner pour plus de vidéos sur les contenus audio comme visuels, c'est dans le nom. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.